Bonsoir à tous et bonsoir à toutes et bienvenue sur le groupe auteurs, blogueurs et lecteurs même passion pour ce nouveau live ce soir en présence donc de Lisa Vignoli. Lisa Vignoli, bonsoir. Bonsoir. Voilà, donc merci à vous Lisa d'avoir accepté l'invitation du groupe à venir partager votre univers livresque. On va avoir l'occasion de parler de vos deux romans ainsi qu'un récit documentaire, un essai documentaire que vous avez écrit avec Julia Minkowski. Donc on va avoir l'occasion d'en parler. Et merci aussi à vous, puisque vous avez accepté ce soir d'offrir un exemplaire dédicacé donc, de votre dernier roman, Nue Propriété. Voilà, donc tirage au sort à la fin de ce live. Donc n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui sont là. Mais avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui est Lisa Vignoli? Bien sûr. Alors, je suis journaliste d'abord. C'est mon métier d'origine, je dirais. Je suis journaliste de presse écrite. J'ai fait de la télé, dans des émissions de cinéma et des émissions d'actualité. Mais l'écrit a toujours été ma passion, je dirais. Donc, j'ai travaillé dans la presse écrite, d'abord dans un magazine qui s'appelle Marianne, quand c'était pendant la campagne présidentielle de 2012 et j'y suis restée quelques temps. Et ensuite, je suis devenue indépendante et je travaille aujourd'hui pour le magazine Vanity Fair et pour le Figaro. Et j'ai travaillé pour M, le magazine du Monde. Je fais en général, ce qui m'intéresse, c'est de faire des portraits, de grandes interviews, des enquêtes, plutôt des longs papiers. Pas de l'actu chaude, comme on dit dans mon milieu, mais plutôt du froid, avec souvent des portraits assez creusés. Voilà, donc c'est ça principalement ma vie. Et puis par ailleurs, donc, comme vous l'avez dit, là je publie mon 3e livre et j'ai publié le premier en 2017. Eh bien, écoutez, merci. J'ai un documentaire aussi, voilà. Merci en tout cas pour cette présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment vous vous êtes lancé dans l'écriture du roman? Oui, alors en fait, je m'y étais pas projetée. Ça m'est arrivé un petit peu comme ça, un jour, un personnage qui me paraissait avoir plus d'intérêt que la longueur d'un papier. Qui était un journaliste des années 80, qui était une grande plume dans les années 80, qui travaillait au Matin de Paris, qui était un proche d'Isabelle Adjani, de Barbara, etc., dont on m'a parlé. Et puis je me suis dit, ça ferait vraiment un portrait extraordinaire. Et puis j'en ai parlé à un éditeur, et donc qui est Stock, qui est toujours mon éditeur, mais qui a édité mon premier roman. Et il m'a dit, faites-le. Et je me suis lancée. Donc en fait, j'ai eu la chance de me mettre au livre de prendre un pont en fait entre mon métier d'origine, donc qui est celui de journaliste, et celui d'auteur, parce que pour ce premier livre, j'ai enquêté, j'ai rencontré des gens, j'ai fait des interviews, et ensuite j'ai raconté une histoire. C'est une biographie romancée, donc il y a des zones où je me suis amusée à imaginer, mais j'avais un socle réel. Et donc, finalement, ça m'a permis de me lancer en ayant une sorte de connexion un peu naturelle entre ce que j'avais l'habitude de faire tous les jours, quasiment, et tout d'un coup, le livre, qui est plus long. Et parfois, on me demande la différence entre écrire un article et écrire un livre. Et en fait, je dis, mais ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on est journaliste qu'on peut écrire des livres. C'est comme si vous vous dites, vous voyez, moi, je cours, par exemple. Je cours 2 fois par semaine, peut-être, je dirais. C'est comme dire entre un coureur du dimanche et un marathonien, quoi. C'est pas du tout la même chose. On peut très bien aller faire 45 minutes sur la Corniche et retour. Je dis ça pour vous qui êtes à Marseille. Et c'est pas pour ça qu'on va faire Marseille-Cassis en sifflotant. Là, c'est pareil. Ok, d'accord. Merci beaucoup en tout cas. Donc, vous parlez donc de votre premier roman, qui s'appelle « Parlez-moi encore de lui ». Justement, donc aux éditions Stock, pareil. Donc ça, c'était votre premier roman. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu en détail, de nous dire un petit peu plus sur celui-ci? De quoi ça parle? Alors, donc c'est l'histoire d'un homme qui était un journaliste dans les années 80, un journaliste assez important, assez reconnu dans son milieu, travaillait pour le Matin de Paris au moment où la presse et le Matin de Paris, c'était des diffusions extraordinaires qui font rêver aujourd'hui quand on pense aux diffusions presse des quotidiens. C'est des chiffres fous et ça avait donc un pouvoir assez important. Et il avait une chronique quotidienne dans ce journal
qui s'appelait Elle court la nuit. Et donc, c'était une sorte de chroniqueur, un peu, comme on disait à l'époque, chroniqueur mondain. Mais il n'était pas que mondain, il était un vrai amoureux de la culture, un vrai cinéphile, un vrai amoureux du théâtre, des actrices, des comédiens, des réalisateurs, des écrivains. Et donc, par sa plume, qui était très bonne, il mettait en avant beaucoup de talents, parfois de jeunes talents qui sont devenus des stars depuis. Et il racontait ce qu'ils faisaient, leurs derniers films, leurs cours de théâtre, des choses. Parfois, il repérait vraiment des gens au tout début de leur carrière. Il a fait aussi ce qu'on appelle le bas des marches du Festival de Cannes. Il était journaliste pour Canal et présentait les films, les acteurs qui arrivaient, qui venaient soutenir leurs films et tout ça. Donc, il faisait ça. Et je me suis intéressée à lui parce qu'il a eu dans les années 80 ce petit moment, vous savez ce qu'on dit, ce quart d'heure de célébrité un peu warholien. Il a eu ce quart d'heure de célébrité important. Il avait une vraie plume. Et en fait, il s'est un peu oublié au passage. C'est quelqu'un qui aurait pu écrire, qui aurait dû écrire des grands livres. Et à force de mettre en avant les autres, il s'est un peu oublié. Et puis, il fait partie d'une génération qui a connu le sida. C'était un homme qui était homosexuel, pas forcément complètement, d'ailleurs, complètement assumé, et qui est mort en 94 de ce virus du sida, comme beaucoup d'hommes de sa génération. Et du coup, avec ce livre, moi, quand j'ai découvert ce personnage, je me suis dit, il faut que j'écrive pour que son nom ne dise pas quelque chose qu'à une poignée de gens qui l'ont connu à cette époque. Il faut que les gens le connaissent et je voulais lui redonner un peu la notoriété qu'il avait eue ou pas assez à mon sens. Et donc j'ai eu envie de faire ce livre pour ça et je l'ai appelé Parlez-moi encore de lui. Voilà, c'est comme une référence un peu à la chanson de Françoise Hardy, Parlez-moi de lui. Écoutez, merci beaucoup. Donc, parlez-moi encore de lui aux éditions Stock. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette maison d'édition pour les personnes qui ne connaissent pas? Alors, c'est une maison d'édition moi, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, on en voit un peu derrière moi. Là, je range mes livres par éditeur. Donc, il y a des gens qui trouvent ça terrible. Ça ne va pas du tout de faire ça, etc. Moi, je fais ça. Donc là, on voit en jaune, par exemple, le Grasset. Ouais. Et là, au-dessus, en bleu marine, on voit Stock. Bon, après, parfois, c'est un peu mélangé. Il y a Gallimard derrière moi, mais on ne les voit pas trop parce qu'ils sont cachés par des tableaux. Mais donc, Stock, c'est donc une couverture bleu marine. Alors, pardon, je montre le mien, ça fait un peu, mais bon. C'est une couverture bleue. Donc, voilà, qui est comme ça. Bon, là, il y a un bandeau, mais je vais l'enlever, que vous voyez. C'est la couverture bleue. Donc, il y a différentes couvertures chez Stock, parce qu'il y a différentes collections. Il y a une collection étrangère qui est rose, très belle. Il y a, je regarde si on n'est pas un là qui traîne pour vous le montrer, mais non. Il y a après des essais qui, eux, n'ont pas de... Mais la couverture bleue, c'est un peu, on dit chez Stock, la bleue. C'est-à-dire, c'est la littérature. Donc, il y a des gens qui veulent publier dans la bleue, c'est important, etc. C'est comme la blanche chez Gallimard. Voilà, il y a un petit côté un peu snob, je ne sais pas si c'est ça le mot ou pas, mais en tout cas prestigieux. Et c'est une maison d'édition qui a maintenant un moment, qui a peut-être, je ne voudrais pas dire de bêtises alors là, parce que je m'en voudrais de me tromper sur la date de création de Stock, j'allais dire 1903, mais je vais quand même vérifier. Pas du tout, c'est 1708. 1970, non? Non, 1708, j'ai bien fait de vérifier. Et donc, c'est une maison qui est dirigée par un homme qui s'appelle Manuel Carcassonne, qui était auparavant, pendant plusieurs années, éditeur chez Grasset. Et c'est une maison qui, auparavant, était dirigée par un homme qui s'appelait Jean-Marc Roberts, qui était un éditeur assez... que moi, je n'ai pas connu, mais dont tous les écrivains parlent avec beaucoup de... dont tous les écrivains qui l'ont connu parlent avec beaucoup de nostalgie. C'était un homme un peu fantasque, qui pouvait être à la fois assez dur et en même temps très bon, qui avait un sens de l'époque et qui poussait beaucoup ses auteurs vers des textes un peu biographiques souvent, enfin un peu autobiographiques, je veux dire, de la littérature un peu de l'intime. Manuel Carcassonne a un peu poursuivi ça, il aime bien ça, il aime bien les textes qui viennent
de l'intime, notamment parce qu'ils viennent aussi, parce qu'ils donnent en fait souvent une espèce d'émotion à la littérature, mais ils publient de la fiction pure aussi. C'est une maison, moi, que j'aime beaucoup, que je trouve sérieuse et éclectique et très intéressante. Et voilà. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Et on profite de cette petite parenthèse pour rappeler pour les locaux marseillais ou de la région que vous serez donc accompagné donc, de lui donc, jeudi prochain à la librairie du Prado. Donc vous pour présenter votre roman et lui présenter le sien aussi puisqu'il a aussi écrit un livre. Oui, exactement. On sera à la librairie du Prado le 23 juin. Et donc, on sera tous les deux, lui pour signer un livre qui s'appelle Le Retournement, qui est sorti chez Grasset en janvier. Et donc, moi, Nue Propriété. Je peux même vous montrer une petite affiche si ça vous amuse. Mais écoutez, montrez-la. Ça me laisse juste le temps en attendant donc, pour saluer toutes les personnes qui sont là et pour vous rappeler qu'il y a donc un exemplaire à gagner ce soir donc, de votre dernier roman, là, le tout nouveau, Nue Propriété aux éditions Stock, dont vous venez de nous présenter cette belle maison d'édition. Et on le disait tout à l'heure hein, que ce sera un tirage au sort à la fin du live et que voilà, vous aurez donc le plaisir de le dédicacer. Donc, je viendrai vous voir jeudi prochain pour que vous puissiez le dédicacer. Voilà, donc je vous montre. Voilà, c'est Manuel Carcassonne et moi. Je ne sais pas si voilà. on voit. Écoutez, on aura l'occasion de repartager ça sur le groupe. En tout cas, merci à vous. Donc, notez bien cette date. Donc, jeudi prochain à la librairie du Prado. C'est dans le 8e arrondissement de Marseille pour ceux qui connaissent. Merci à vous. Justement, donc, Nue Propriété, donc on vient d'en parler, votre roman. Le deuxième roman, parlez-nous-en justement. Alors, Nue Propriété, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Louise et qui se rend... elle habite Paris, elle est journaliste et elle se rend dans le sud de la France pour quelques jours, pour 5 jours, pour vider une maison de famille qui est une maison qui était une maison de vacances, une maison de famille qui appartient à sa famille depuis 4 générations. Et à ce moment-là, au moment où elle s'y rend, c'est parce qu'elle en a hérité et qu'elle ne peut pas la garder parce que l'endroit où elle se trouve et l'intérêt qu'on porte à ce genre de maison, qui est une espèce de maison de pêcheurs au bord de l'eau, a nettement augmenté ces dernières années. Et du coup, elle, par rapport à ses choix de vie professionnels, etc., elle ne peut pas assumer financièrement de garder cette maison. Et donc, elle va vider cette maison. Et puis, ces quelques jours sont l'occasion pour elle de revisiter à la fois ses souvenirs, sa vie, son enfance. C'est un livre qui parle de l'attachement au lieu, qui parle de cette chose qui arrive souvent. Moi, depuis que j'ai sorti ce livre en mai dernier, je reçois des messages de gens qui me disent cette chose-là, ça m'est arrivé, la maison de mes parents, la maison de mes grands-parents, on n'a pas pu la garder, on était nombreux, c'était indivisé, etc. On a dû s'en séparer, et puis c'est toujours difficile. Alors, c'est pas dramatique, hein, dans une vie, il y a des choses plus graves, effectivement, mais ce qui est intéressant, c'est que ces lieux-là, en général, contiennent beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas juste de la pierre et c'est pas juste du patrimoine et c'est pas juste quelque chose qu'on perd de matériel. C'est en général un bout de son histoire avec. Et donc, c'est ça que j'ai essayé de raconter dans ce livre et de parler un peu des choses qu'on perd, des choses qu'on laisse et puis des choses qu'on gagne à laisser aussi. C'est l'impermanence des choses. C'est la vie qui va, quoi, en quelque sorte. D'accord, merci beaucoup. Une question de Séraphine. Bonsoir à Séraphine qui nous demande Lisa, est-ce que vous travaillez avec plusieurs maisons d'édition et est-ce que vous avez des astuces pour se présenter justement chez les grands? Alors, moi, je travaille avec... j'ai publié mon premier livre et donc ce deuxième roman chez Stock. Et au milieu, j'en ai publié un, donc comme vous le disiez tout à l'heure, Florian, un livre qui s'appelait L'avocat était une femme, que lui, j'ai publié chez Lattès parce que c'était un essai, donc c'était un document. Donc, c'était pour moi pas exactement la même chose. Donc, on a choisi avec ma co-auteure Julia Minkowski une autre maison d'édition.
qui est Lattès et qui est aussi une très très bonne maison avec des éditrices super. Comme astuce, je sais pas trop parce que c'est vrai que je pense que les éditeurs font bien leur métier en fait quand même, et je pense que l'histoire de textes qu'on envoie à des maisons d'édition et qui sont attentives aux textes qu'ils reçoivent. Vous savez, il y a des services entiers en fait dans les maisons d'édition de gens qui lisent des textes qui arrivent par la poste. C'est des lecteurs, il y a des gens qui sont payés pour ça toute l'année et qui font attention en fait au texte. Je crois que c'est pas un mythe. Je sais qu'on a tendance à penser que voilà, le milieu d'édition, etc., il faut forcément connaître. Mais je pense que quand on a une idée qui peut être bonne et quand on a envie, alors soit d'ailleurs à un moment où on considère que le texte est fini, soit à un moment où on considère qu'il n'est pas fini ou qu'on aimerait en développer l'idée, je pense qu'il ne faut pas hésiter à proposer à des services. En général, il y a des services de manuscrits sur tous les sites de maisons d'édition. Vous trouvez une adresse avec l'envoi des manuscrits. Après, moi, c'est vrai que comme j'interviewe souvent des écrivains et que depuis quelques années comme journaliste, je suis un peu allée là où j'avais envie d'aller en regardant ce que faisaient les maisons d'édition et en me disant, bah, ici, ça correspondrait peut-être le mieux à ce que moi, je veux faire. Et donc, je les ai contactés comme ça. Mais il faut bien regarder parce qu'il y a vraiment des très bonnes maisons. Ça dépend. Il faut bien analyser ce qu'on veut publier, ce qu'on veut écrire pour bien viser l'endroit. Et je suis sûre qu'en visant bien l'endroit qui correspond à là où on serait le plus à même de publier, on aura une oreille attentive. Il y a des jeunes maisons très bonnes. Je sais pas, je pense à une maison d'édition qui s'appelle l'Iconoclaste, qui est géniale. Le Seuil, c'est très bon. Après, au sein des maisons, il y a des collections. Chez Lattès, par exemple, il y a une collection qui s'appelle La Grenade. Ils publient des textes qui sont d'auteurs plus jeunes, plus dans la société. C'est vraiment, ça vaut le coup de regarder, quoi. D'accord, merci beaucoup. Bah, écoute, j'espère, Séraphine, qu'on a répondu à ta question. Je salue aussi Sonia Robinard qui est là. Donc, Sonia Robinard qui est donc bêta lectrice. Donc, je ne sais pas justement si vous faites appel chez Stock à des bêta lecteurs, bêta lectrices. Est-ce que vous pouvez m'expliquer exactement ce que c'est? Les bêta lecteurs, bêta lectrices, en fait compte, ce sont des personnes à qui, par exemple, la maison d'édition envoie son roman en cours d'écriture. Après, la maison d'édition peut-être pas, mais l'auteur, en fait, envoie son roman à des lecteurs. Un cercle fermé, bien sûr. Et en fin de compte, les personnes font des chroniques au fur et à mesure, en fin de compte, ce qui permet de diriger l'auteur. Voilà, et ce sont des personnes, bon, au lieu de donner un avis à la fin du roman, ils le donnent au fur et à mesure, ce qui permet à l'auteur de. Voilà, donc, alors, la maison d'édition, honnêtement, je ne sais pas s'ils font ça ou pas. Je ne sais pas s'ils font des bêta-lecteurs en interne ou s'ils le font à l'extérieur. Je ne sais pas. D'accord. En tout cas, merci à Sonia d'être là. Au milieu. Pardon? Moi, en tout cas, je n'envoie pas mon texte au milieu. C'est-à-dire que quand je ne suis pas satisfaite moi-même, déjà, je me dis que personne ne peut l'être à ma place. Oui, bah, c'est un rituel. Justement, on parlera de vos rituels tout à l'heure et je vois qu'il y a déjà des questions. Mais il y a Sonia qui nous dit qu'elle adore les couvertures. Justement, est-ce que c'est une identité particulière à Stock d'avoir le liseré bleu, comme vous disiez tout à l'heure, et une image en dessous? Ou est-ce que c'est vous essentiellement qui avez demandé à ce que ça soit comme ça? Non, c'est bleu marine, c'est toujours comme ça quand c'est dans la collection littérature. Donc la collection bleue, c'est toujours bleu marine avec le texte. Là, on ne voit pas bien, on dirait que c'est noir, mais c'est bleu marine avec le texte en bleu ciel. Et après, il y a des bandeaux. En général, il y a des bandeaux. Alors après, il y a des auteurs qui choisissent, vous savez, des jaquettes complètes qui entourent tout le livre. Et ensuite, on l'enlève et dessous, il y a la couverture bleue. Après, il y a le système de bandeaux où vous pouvez choisir de mettre une photo. En général, évidemment, ça, on est très, très concerné par ça. C'est très important d'aimer son livre et la façon dont il va être vendu et exposé. Moi, j'ai choisi ce bandeau-là. On ne voit pas bien là parce qu'il y a un reflet, mais voilà, vous le voyez là. J'ai choisi ce bandeau. C'est un artiste
un artiste israélien qui s'appelle Guy Yanai, qui a dessiné ça pour ce livre. Donc ça arrive souvent, hein, c'est des illustrateurs, les maisons d'édition travaillent avec des illustrateurs ou avec des photographes. Ce que Stock aime bien faire aussi, et d'autres d'ailleurs, mais c'est mettre la photo de l'auteur. Moi, ça m'est arrivé pour mon premier livre, j'avais une photo de moi en noir et blanc, en bandeau. Alors moi, ça me plaisait pas, mais bon, c'était comme ça. Et parce qu'on en a un peu marre de se voir tout le temps, quoi, vous voyez. Et donc là, j'ai choisi d'avoir un dessin parce que je trouvais que c'était ça donnait voilà, ça laisse aussi un peu vagabonder votre imaginaire. Vous voyez ce dessin, vous voyez cette jeune femme à une fenêtre, etc. Donc il y a la mer en fond, un bateau, voilà, et puis vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle fait, enfin, j'aime bien l'idée quand d'un roman où on se dit tiens, c'est marrant, qu'est-ce que ça m'évoque, voilà, je trouve ça assez joli et je pense que c'est très important une couverture. En tout cas, merci beaucoup. Hein, beaucoup de commentaires sur votre couverture, justement. Il y a une question intéressante sur vos rituels qui demande est-ce que vous avez une pièce ou un endroit fétiche pour écrire? Non, alors moi, je dois dire que pour ça, je suis vraiment pas l'écrivain modèle parce que, en fait, déjà, moi, je me considère, si vous voulez, c'est mon métier, mais c'est pas je fais pas que ça dans la vie. Je suis journaliste aussi, donc j'ai comme tout le monde un travail à côté, des deadlines à remplir, des gens à rencontrer, des réunions, etc. Donc en fait, j'ai pas malheureusement le truc de me dire j'écris tous les jours à telle heure, etc. Moi, je le fais un peu quand je peux. Alors après, de temps en temps, je m'octroie des moments où je le fais, où je prends 15 jours, par exemple, où je ne fais que ça. Et mon rituel, je dirais, dans ces moments-là, c'est de me réveiller et de me mettre à ça directement, de me mettre à ma table. Je pense qu'en fait, il n'y a pas de... Finalement, écrire, c'est se mettre à sa table et parfois ça vient et parfois ça vient pas. Et puis parfois ça vient pas, mais il faut quand même persévérer. Et puis parfois on écrit des choses et puis après on trouve ça dégoûtant. Mais il faut s'y coller, quoi. Et il faut s'y coller et être un peu face au mur, quoi, entre guillemets. Alors moi, bah voilà, et en fait ici c'est un peu ma pièce fétiche, c'est mon bureau et mon salon et mon tout. Donc c'est un peu là où j'écris le plus. Et de temps en temps, il m'arrive de partir, notamment dans une retraite un peu d'écriture. Comme ça, il y en a quelques-unes en France qui sont offertes à des auteurs. On candidate et puis on peut partir 15 jours dans un endroit où on ne fait que ça, avec des gens qui ne font que ça dans les pièces à côté. Et puis, vous vous retrouvez pour déjeuner ou pour dîner et le reste du temps, vous travaillez, quoi. Ah bah c'est bien, c'est la première fois que j'entends ça, c'est original. En tout cas, merci pour le duo. Et justement, il y a Sonia toujours qui nous dit, vu que vous disiez que vous n'avez pas souvent le temps d'écrire, est-ce que comme beaucoup, vous vous promenez avec un petit carnet et comme ça, dès que vous avez une idée, vous la notez aussi? Oui, alors j'adore l'idée du carnet, sauf qu'évidemment, j'ai 40 carnets, donc j'ai jamais le bon au moment où il le faut. Donc maintenant, j'ai fait un truc mieux, enfin mieux, en tout cas qui me correspond plus, c'est que j'écris dans mes notes. J'écris dans mes notes de téléphone. Et donc, j'ai tout un dossier, effectivement, avec, là, bah, j'ai les 3 derniers livres avec les titres. Et puis, quand j'ai une idée, je la note. Et puis après, du coup, quand je suis à mon bureau, bah, je m'y mets. Alors, parfois, je trouve que c'est bien. C'est toujours pareil. Parfois, je me dis, ah tiens, ça, c'est bien. Et parfois, je me dis, oui, bon, bah, pourquoi j'ai écrit ça? Mais je pense qu'il y a une chose que je faisais à un moment et que j'ai arrêté de faire, mais je pense que c'était quelque chose de très bon. En fait, je pense qu'il faut avoir un petit carnet à côté de son lit avec un petit crayon. Parce que moi, souvent, c'est dans les moments un peu flottants, quand vous êtes en train d'écrire un livre, en fait, vous avez en permanence une espèce de case du cerveau qui est prise par ça. Et donc, tant que vous n'avez pas fini, vous avez toujours ça en fond. Quoi. Vous êtes là, vous vous dites, oh là là, il faut que je m'y mette, il faut que je finisse, il faut que je fasse ça. Donc, vous l'avez là. Et puis, notre inconscient, c'est difficile quand même de le contrôler.
On peut contrôler pas mal de choses dans notre vie, mais notre inconscient, on ne peut pas. Et donc, il faut l'accepter. Et parfois, il nous fait des cadeaux quand même. Donc, du coup, moi, souvent, je me rends compte que j'ai des bonnes idées quand je suis dans un état un peu flottant. Par exemple, quand je suis sur le point de m'endormir ou quand il m'arrive de me réveiller comme ça et tout d'un coup, j'ai une idée, j'ai un flash. Et si je ne la note pas tout de suite, c'est sûr qu'elle disparaît. Et ça, le petit carnet à côté sur la table de nuit, je pense que c'est un bon truc. C'est une bonne idée. Et je le fais plus assez, mais je l'ai fait. Et je pense que ça, c'est un bon conseil. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Il y a Séraphine qui nous dit, intéressant la retraite, comment trouver les adresses? Alors, ça dépend des retraites, mais il y a souvent, c'est des retraites qui sont proposées par les conseils régionaux, des trucs comme ça. Donc, ça dépend. Il y en a en Val-de-Loire. Il y en a, il faut trouver. Alors après, il y a des choses qui sont payantes, mais il y a des choses qui sont vraiment offertes aux auteurs et on peut les trouver. En général, c'est soit par la ville, soit oui, par le conseil régional. Il y en a pas mal hein, en France, en fait. Et puis, il y a aussi, mais ça, c'est pour de plus longues durées. C'est très intéressant, mais il faut avoir la possibilité de partir longtemps. C'est tout ce qui est Institut français. Institut français à l'étranger, par exemple. Je sais qu'il y a en Turquie, au Japon, en Italie, etc. Et dans ce cas, il faut candidater, présenter un petit dossier et on vous dit, bah voilà, votre dossier a été accepté ou non, votre dossier a été accepté, est-ce que vous voulez venir 1 mois, 2 mois, etc. Donc ça, c'est, je crois que c'est le site de l'Institut de France ou l'Institut français, je ne sais plus comment c'est, l'Institut français, je crois. Il y a différents points de chute comme ça. D'accord, bah écoutez, bah merci beaucoup donc, pour ce tuyau. Hein. Encore une fois, je vois que ça réagit. J'aimerais qu'on discute un petit peu maintenant donc, de votre essai documentaire. Hein. Vous en avez partiellement parlé tout à l'heure, que vous avez écrit donc, avec Julia Mikoński. L'avocat était une femme, le procès de leur vie. Parlez-nous de ce livre, justement. Alors, ce livre, c'est un document qui regroupe le portrait de 9 avocates pénalistes. Et on a eu envie de faire ce livre avec Julia parce que donc, on s'est rencontrés. Elle est avocate pénaliste. Et moi, je l'ai rencontrée parce que j'ai fait un article il y a quelques années sur justement les femmes avocates qui défendaient des hommes qui s'en étaient pris à des femmes. Donc, dans des crimes, dans des viols, dans des affaires de mœurs, etc. Et ça s'appelait les avocates des diables. Et c'est comment, en tant que femme, on peut défendre ces hommes-là. Donc, ça posait la question de qu'est-ce que c'est qu'être avocat, qu'est-ce que c'est qu'être avocate. Et j'ai rencontré Julia à cette époque-là parce qu'elle défendait un ostéopathe qui était accusé d'avoir eu des gestes largement déplacés. Enfin, il était accusé d'agression sexuelle sur une dizaine de patientes. Et donc, je l'avais interviewée. Et puis, entre-temps, moi, j'ai sorti donc, mon premier livre en 2017 qu'elle a lu. On s'est suivi de loin en loin comme ça par de temps en temps se donner des nouvelles. Et un jour, elle m'a contactée et elle m'a dit voilà, je trouve que les femmes avocates pénalistes ne sont pas assez représentées dans la société et ne sont pas assez considérées, d'ailleurs même chez les avocats, hein, dans le milieu des avocats. Et c'est vrai que quand on pense aux avocats pénalistes, aux grands ténors du barreau, comme on les appelle d'ailleurs, alors qu'il n'y a pas de formule pour nommer les femmes, on ne dit pas diva du barreau, parce que tout de suite, ça prend une tournure un peu étrange. Mais quand on pense aux ténors du barreau, on imagine des hommes qui sont très imposants, avec une grosse voix. Si vous vous arrêtez dans la rue et que vous demandez à quelqu'un de nommer un avocat, il va vous nommer, même avant qu'il devienne ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Je veux dire, c'est ce genre de figure-là qu'on imagine être un avocat qui va vous défendre devant une cour d'assises. Et en fait, elle me dit, voilà, aujourd'hui, la profession est féminine, plus féminine que masculine, et pourtant, les modèles sont masculins, et dans l'opinion publique, un ténor, c'est un homme. Et donc, on a décidé ensemble de faire ce livre, qui s'appelle donc « L'avocat était une femme ».
Et on a choisi 9 avocates pénalistes qui, à chaque fois, se racontent leur portrait, leur parcours, leur vie à la fois d'avocate et en même temps de femme, hein, parce que, je veux dire, c'est toujours entremêlé, ces histoires. On n'a pas des cases complètement hermétiques entre nos deux vies, surtout quand on fait des métiers comme ça, très prenants, à la fois émotionnellement et en même temps en termes d'horaire et d'implication. Et elles racontent leur parcours, leur vie, à travers un procès qui les a marqués. Donc, ce procès, c'est le fil rouge un peu. Et on les suit comme ça. Alors, on aborde d'autres affaires, des moments de formation, des moments qui ont marqué leur carrière professionnelle. Et il y a des procès qui sont très, très médiatiques. Et c'était aussi, et il y en a d'autres qui le sont moins d'ailleurs, mais c'était aussi une façon de dire, vous savez, derrière ces affaires qui vous disent quelque chose, ces procès très importants dont vous avez entendu parler dans les journaux, à la télé, etc., il y a aussi des femmes et les voilà. Et on vous les montre. Et ce livre donc, a plutôt intéressé beaucoup de gens, je dois dire. Et d'ailleurs, il sort en poche là, à la fin du mois d'août pour la rentrée littéraire. Et pour cette édition en poche, on a la chance d'avoir une préface d'un auteur, d'un écrivain qui s'appelle Philippe Genada, qui a beaucoup écrit, lui, des romans autour du monde de la justice, notamment un qui était très bon qui s'appelle La Serpe, ou encore La Petite Femelle. Et on a aussi un chapitre nouveau, donc maintenant elles ne sont plus 9, mais 10, avec le portrait qui a fait son apparition dans le poche d'une jeune femme qui s'appelle Olivia Ronen et qui, elle, défend en ce moment même et va plaider là dans 4 jours exactement. Elle défend Salah Abdeslam, donc, qui est le seul survivant des attentats de novembre 2015. Et donc, dans le procès le plus long que la France ait connu, avec le plus grand nombre de victimes. Et donc, je vous laisse imaginer ce que ça peut être pour une jeune femme de défendre cet homme-là, quoi, qui est un peu l'ennemi public numéro 1 dans la tête de beaucoup de gens, quoi. Oui, et justement, il y a... Pardon, allez-y, je vous en prie. Non, pardon, je parle beaucoup. C'est votre live, hein. Ce livre va être aussi un documentaire que j'ai réalisé et qui sera diffusé sur Public Sénat en septembre. Donc, ce livre, L'avocat était une femme, vous voyez, il a encore une vie. Il sort en poche, il sort en documentaire. Voilà, donc L'avocat était une femme, donc aux éditions Lattès, qui sort en poche au mois d'août, fin août, pour la rentrée littéraire. Voilà. Et en plus, vous le dites, un documentaire donc au mois de septembre sur Public Sénat. Et il y avait une question intéressante qui dit: comment avez-vous choisi vraiment le profil de ces femmes-là? Alors, c'est pas évident parce que c'est toujours cette histoire de choisir, renoncer, etc. On les a choisis. Alors, Julia, comme elle est avocate pénaliste, elle en connaissait quand même pas mal. Donc, elle avait un peu certaines où elle me disait, celle-là, elle est vraiment très importante. Il faut qu'elle soit présente dans notre livre. Et puis, moi, il se trouve que j'avais moi-même fait, par exemple, le portrait d'une des avocates qui s'appelle Cécile de Oliveira. J'avais fait son portrait dans Le Monde. Donc, je la connaissais. Je savais que c'était quelqu'un de très intéressant. Après, il y a eu aussi des choix qui se sont faits. Donc, ça, c'est un peu des choix de personnalité en se disant vraiment, cette femme, elle est super, il faut qu'elle soit dedans. Et puis, il y a eu aussi des choix qui ont été faits par rapport aux affaires, c'est-à-dire des affaires très, très emblématiques, très, très fortes, comme par exemple l'affaire Ilan Halimi et le gang des barbares, qui est une affaire qui a quand même beaucoup marqué la France, l'affaire Guy Georges également, avec Frédéric Pons, l'affaire Bertrand Cantat aussi, avec une jeune femme qui le défendait à l'époque, qui s'appelle Céline Lassec. Donc, voilà, c'est toujours très frustrant d'avoir à choisir parce qu'on ne pouvait pas en mettre 50. On a dû en choisir 9. On a essayé de doser aussi entre des affaires très médiatiques et des affaires qui ne l'étaient pas, mais qui avaient un intérêt pour nous important, comme Cécile de Oliveira, par exemple. L'affaire qu'elle a choisie, c'est une affaire qui n'a pas été médiatisée, mais qui était
l'histoire d'un matricide, qui est quand même une histoire particulière, qui est un jeune garçon qui avait tué sa mère et qui avait un sens, qui avait une importance dans la carrière de Cécile de Oliveira. Donc voilà, on a essayé d'avoir un mélange assez juste entre le médiatique, le non médiatique et toujours des personnalités intéressantes. Mais vous voyez, comme on était un peu frustrés, on en a quand même rajouté une pour le poche. Donc maintenant, ça fait 10. D'accord, donc il y avait une question qui posait, est-ce qu'il y aura un tome 2 avec de nouveaux profils? En l'occurrence, un petit peu oui, avec la version poche où il y aura d'autres profils. Un peu, voilà. D'accord, ok. Et justement, est-ce que vous avez eu des retours justement de ces avocates? Est-ce que le fait qu'elles aient lu le livre, est-ce qu'elles ont eu un retour? Est-ce que se sont senties plus libérées? Comment ça s'est passé? Bah oui, en fait, déjà, je pense qu'elles étaient toutes extrêmement contentes d'être mises en avant. Parce qu'en plus, avec le livre, du coup, il y a eu quand même des émissions de radio, des émissions de télé, etc., où elles étaient appelées, du coup, à raconter un peu leur histoire et leurs affaires. Et en fait, si vous voulez, il y a quelque chose quand même qui est assez amusant entre les avocats et les avocates, c'est que par la faute des médias, notamment, et je me mets un peu dedans, même si maintenant, j'ai ma carte, je mets en avant les femmes hein, quand même, mais les médias se tournent plus naturellement, ou en tout cas se tournaient, j'espère que c'est de moins en moins le cas, et je crois que ça l'est, vers les hommes quand il s'agissait de donner la parole à quelqu'un. Et puis surtout, je crois que les femmes, évidemment, toute généralité n'est pas intelligente, hein, donc je ne veux pas faire de généralité, mais il y a une facilité à se mettre en avant, en tout cas chez les avocats, qui était plus importante que chez les avocates. Elles cherchent moins la lumière. Et donc là, en fait, nous, on leur disait, écoutez, voilà, nous, on veut vous mettre en avant. Donc, laissez-nous faire. Et finalement, je crois qu'elles ont été contentes de ça. Elles ont été contentes. Et puis surtout, c'est un livre qui a quand même été assez lu, vraiment. Et du coup, ça change l'image. Moi, je vois, j'ai reçu, et elles aussi d'ailleurs, hein, elles ont reçu des messages où on leur disait, oh là là, mais ce métier, je ne savais pas que c'était comme ça. Et puis, il y a aussi tout un... c'est important de donner des modèles féminins à des jeunes femmes qui font du droit et qui se disent peut-être, ah là là, je vais être avocate pénaliste, mais elles se disent peut-être, mais en fait, non, mais c'est pas pour moi, c'est un métier d'homme et tout ça. Et puis, quand on leur montre les modèles, c'est très important. Et ça, chez les étudiantes, chez les jeunes femmes, ça, on l'a vu massivement, quoi. Ça a donné un exemple en se disant, mais moi aussi, je peux le faire. Et pour les avocates, oui, elles ont été toutes, je pense, c'est difficile de parler à leur place, mais je crois assez reconnaissantes. Et en tout cas, elles ont du coup quand même toutes joué le jeu quand on est revenu avec le documentaire. Elles étaient toutes partantes, quoi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Donc, on le rappelle, L'avocat était une femme aux éditions, donc Lattès. On le rappelle aussi pour ceux qui nous rejoignent que vous êtes auteur donc chez Stock de votre premier roman Parlez-moi encore de lui, ainsi que, hop, je mets le visuel qui est ici, Nue Propriété, également chez Stock. Voilà, et Nue Propriété, donc qui sera que vous présenterez donc à la librairie Prado Paradis jeudi prochain, avec donc le directeur de la maison Stock, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Carcassonne. Voilà, c'est bien ça, si j'écorche pas son nom. Justement, en parlant de nue propriété, il y avait la petite question que tout le monde attend souvent, à savoir, est-ce que vous seriez OK de lire un extrait pour nous? Oui. Voilà, puisque je vois là qu'on arrive bientôt aux 3/4 d'heure de live, donc on terminera sur cet extrait-là. Mais voilà, en tout cas, une fois, merci. Et le temps que vous préparez, je rappelle qu'il y a donc l'exemplaire à gagner ce soir par tirage au sort parmi toutes les personnes. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quelques petits soucis au niveau des commentaires qui ne s'affichaient pas. Donc, en tout cas, sachez que si c'est résolu, toutes les personnes qui ont réagi avec un pouce, un cœur, tout ce que vous voulez, participeront au tirage au sort. Et pour tous ceux qui ont réussi à poser une question, je vous remercie. Voilà. Excusez-nous, Lisa. Dites-nous si vous êtes prête. Alors, je remets juste un tout petit peu dans le contexte. Donc là, c'est Louise qui va quelques jours dans le sud de la France pour donc vider un peu cette maison qu'elle va quitter, en fait, dans laquelle elle passe les derniers jours. Et au moment où elle vient dans ce village,
il y a une fête qui est une fête qui existe depuis des années, qui s'appelle la Bravade, et qui est une fête qui existe depuis des siècles, en fait, où les gens s'habillent avec des costumes traditionnels, les femmes sont dans des tenues, des robes. On ne dit pas costume, d'ailleurs, parce qu'on ne dit pas déguisé, parce que ça ne va pas, il faut faire très attention. Il y a beaucoup de codes dans cette fête. Et donc, les femmes qui sont habillées en paysanne, en artisane, en bastidane, c'est quelque chose qui est assez répandu dans ce coin-là de France, dans le Var. Et les hommes sont soit en marin, soit en capitaine, soit... et ils ont et d'autres avec des tambours, donc certains jouent de la musique. Et puis, il y a ceux qui ont voilà, les armes, en quelque sorte, et qui tirent. C'est rythmé un peu par les tirs des hommes. Et donc, il y a comme ça dans la ville des gens qui se baladent avec des boules pièces tout le temps pour ne pas être complètement assommés. Et puis, il y a une sorte d'odeur un petit peu un peu de soufre quoi, qui vient de ces fusils-là. Et donc voilà. Et donc, elle se balade dans les rues de ce village en suivant un peu le cortège comme ça de cette fête où elle n'est jamais venue en fait bizarrement parce que c'était pas la période à laquelle elle allait parce que c'est une fête qui a lieu en mai au milieu de la période scolaire, etc. Et dans ce village, les gens s'arrêtent de travailler pour faire ça et c'est vraiment comme une fête nationale sur 3 jours, quoi. Donc voilà, je lis un petit passage. Dans la rue, l'odeur de poudre me chatouille les narines comme un écouvillon, mais ne m'évoque rien. Maintenant, tout le monde sait ce qu'est un écouvillon, malheureusement. Nous ne sommes jamais venus à cette période de l'année. Ce n'était pas les vacances scolaires, un temps trop rapproché de la dernière ligne droite avant l'été. Je savoure, pour une fois, de ne pas être envahie de souvenirs. Les madeleines, englouties les unes derrière les autres, finissent par écœurer, essayer. Dans chaque coin de ce village, j'ai des difficultés à vivre au présent. Quoi que je fasse, des diapositives viennent se coller entre ce qui est et ce que je vois. Je me repère par ce qui n'est plus. Et dans les vitrines des boutiques qui ont changé, je suis toujours surprise d'y voir des collections actuelles. À bien y regarder, je nous aperçois dans le reflet toutes les deux, l'impermanence des choses et moi. Est-ce ça qui m'inquiète tant? Ne plus me reconnaître dans des endroits qui n'existent plus non plus? En termes de silhouette, je n'ai pas tellement changé, mais dedans, j'ai 100 ans. Ça ne m'arrive pas ailleurs, dans la grande ville où j'ai grandi, ou dans la plus grande encore où je vis aujourd'hui. Pourtant, là-bas, les rues, les esplanades, les commerces évoluent aussi vite, plus vite parfois qu'ici. Je me demande si je suis la seule, si la peur que les choses disparaissent a fait que j'ai toujours collecté encore des images dans ma mémoire. Peut-on être perturbé à l'avance par quelque chose que l'on n'a pas encore vécu et qui nous parvient déjà? Existe-t-il une sorte de prédiction du malheur? Merci beaucoup, Lisa, donc, pour cet extrait donc, de Nue Propriété aux éditions Stock. Pardon? C'est bizarre de se lire. Oui, bah écoutez, c'est un exercice, j'imagine, pas facile. En tout cas, merci à vous. Et il y a justement une question de Séraphine qui dit, donc merci pour l'extrait. Séraphine, merci parce que vous êtes Séraphine est très active. Oui, ils sont plusieurs là, très actifs. Il y a Sonia qui est très active, il y a Rim qui vient d'arriver, Séraphine. Donc en tout cas, merci à tous. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait des petits soucis ce soir dans les commentaires qui ne s'affichaient pas. Donc encore une fois, Facebook fait des siennes. Donc encore une fois, merci pour ceux qui sont là. Il y a justement Séraphine qui nous demandait où se passe le livre exactement. Oui, alors justement, c'est vrai que c'est un peu le mot interdit pour moi. Parce que dans le livre, on sait où ça se passe, mais c'est vrai que je remarque que j'en parle assez peu. Ça se passe donc dans le Var, ça se passe à Saint-Tropez. Et pendant longtemps, justement, je n'ai pas... ça a été un peu justement un combat avec mon éditeur parce que moi, je disais, mais en fait, dans une première version, je racontais tout ça et je disais jamais vraiment où ça se passait. Et il m'a dit, mais c'est important de le dire, etc. Il faut qu'on puisse se repérer, puis ce n'est pas un village anodin, ça parle à tout le monde, ça parle à tout le monde dans le monde entier, tout ça. Je lui disais, mais justement, en fait,
ça parle à tout le monde, à tel point que ça draine à Saint-Tropez. Quand on dit Saint-Tropez, tout de suite, maintenant, ça draine des choses qui sont c'est un village magnifique, c'est un endroit extraordinaire. Franchement, si vous n'êtes pas loin, allez-y hors saison, allez-y en octobre, allez-y en mai, allez-y, c'est vraiment un port, un village, des couleurs magnifiques. Mais c'est vrai que c'est aussi un endroit qui draine tout un imaginaire qui peut être un peu, en tout cas, qui moi ne me comble pas, enfin ne me séduit pas. Voilà, et tout d'un coup, en été, il y a je ne sais pas combien de millions de personnes qui y passent. C'est pas forcément voilà, ça peut être un peu, comment dire, show-off, bling-bling, enfin je ne sais pas tout ça. Mais surtout, en fait, ça se passe dans cet endroit. Il se trouve que cette histoire se passe là, cette maison se trouve là. Et c'est aussi ce qui fait que ça a pris beaucoup de valeur parce que avec le temps, avec les années, les gens se sont tournés effectivement vers cet endroit qui a pris beaucoup de valeur, et ce qui fait qu'elle ne peut pas garder cette maison. Mais en réalité, c'est un livre qui, ce que je voulais moi et ce qui vraiment me touche et me comble aujourd'hui, c'est qu'en fait, les gens m'écrivent et me disent « Oh là là, moi, c'est à tel endroit en Bretagne, c'est à tel endroit dans le Massif central, en Corse, je ne sais pas où, quoi. Enfin, vous voyez, à Bormes-les-Mimosas, à Saint-Cyr-sur-Mer. Et en fait, je voulais que l'attachement au lieu, il peut être n'importe où, en fait. Et ça peut être une maison fantastique, ça peut être une fermette dans les Cévennes, ça peut être, enfin je veux dire, c'est tout ce qui contient nos souvenirs, ça peut être n'importe où. Et moi, j'avais pas envie que ce soit marqué comme ça par Saint-Tropez, parce que je voulais que ça puisse toucher les gens, mais en fait, je me rends compte que finalement, ça transpire, quoi, ça transparaît, et ça devient finalement, c'est à cet endroit-là parce que c'est à cet endroit-là, mais ça n'a pas une grande incidence sur la façon dont les gens perçoivent le message que j'ai essayé de faire passer. D'accord, mais en tout cas, il y a Rim qui nous dit « Ça trompait toujours surtout le côté touristique ». Et elle rajoute également, suite à votre extrait, que vous avez donc une très jolie plume. Donc, merci encore une fois pour cet extrait. Voilà, bah, écoutez, je n'ai plus de questions. Si, il y a une question qui demande combien de temps vous mettez en général pour écrire un livre? Et on terminera par là après. Ça, c'est une vaste question. Hein. Si je suis honnête, je ne peux pas répondre vraiment parce que, vous voyez, par exemple, ce livre, je l'ai commencé avant d'écrire le livre sur les avocates, mais je l'ai mis un peu de côté. D'abord parce que je n'arrivais pas bien à l'aborder comme je le voulais. Ensuite, parce que, comme je le disais, j'ai un métier à côté, donc j'ai aussi des choses à faire pour vivre, pour travailler, etc. Et donc, lui, j'ai mis, si je compte le moment où j'ai écrit le premier mot sur la page, j'ai mis 4 ans, donc ça va décourager les gens, donc je ne veux pas dire ça. Surtout qu'il fait 150 pages, donc on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle a foutu pendant 4 ans, celle-là, pour écrire 150 pages. Mais en fait, si vous voulez, voilà, je l'ai commencé, puis je l'ai mis de côté, il est resté dans un coin de mon ordinateur, et puis j'ai fait le livre sur les avocates, et puis je l'ai repris. Je dirais que si on s'y met sérieusement, et si on fait que ça dépend vraiment de chacun. Je connais des gens qui écrivent, enfin, et vous aussi d'ailleurs, comme lecteur, quoi. Enfin, il y a des gens qui publient un livre par an. Il y a des gens qui, à peine terminé le livre, commencent un autre. Il y en a qui mettent 10 ans. Moi, voilà, si je dois faire une moyenne, j'ai publié 3 livres en 5 ans. D'accord, c'est pas mal. Voilà, si je fais une moyenne, mais c'est une fausse moyenne parce qu'en réalité, voilà, il y en a un où j'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre, un autre que j'ai écrit rapidement, voilà. Mais il ne faut pas se décourager et si on a envie, il faut y aller. Et ben en tout cas, merci beaucoup. Ce sont sur ces mots-là que nous allons nous quitter. Donc, en tout cas, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Hein, donc, on le rappelle rapidement, hein, que vous avez écrit donc 2 romans. Parlez-moi encore de lui
et Nue Propriété, votre petit dernier, donc qu'on peut retrouver aux éditions Stock, mais que vous avez aussi écrit aux éditions Lattès avec Julia Minkowski. L'avocat était une femme, le procès de l'envie, qui retrace donc le parcours de femmes avocates. Donc encore pour une fois, pour cette initiative, merci à toutes les deux. Et pour les locaux, on se rappelle aussi que vous serez donc jeudi prochain en présence de Monsieur Carcassonne des éditions Stock à la librairie Prado Paradis. C'est de 10h à 18h, c'est ça? Non, non, c'est à partir de 18h30. À partir de 18h30, d'accord. Vous n'êtes pas tous sur toute la journée. Je crois que c'est la veille. Je crois que c'est Marc Lévy. Ah, je voilà, sais que j'ai plus de en tête. Il va beaucoup signer. Je crois qu'il signe à 16h30 jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Nous, c'est à partir de 18h30 et là, normalement, la librairie ferme à 19h, je pense, mais en général, il reste ouvert jusqu'à 21h. Donc, c'est en fin de journée, quoi, après la journée de travail. D'accord. Bon, en tout cas, ce sera un réel plaisir de venir vous voir, dont l'exemplaire dédicacé. Hein, je le rappelle que vous avez accepté donc d'offrir un exemplaire dédicacé. J'irai chercher moi-même cet exemplaire que je vous enverrai donc parmi l'un d'entre vous qui a posé une question ce soir ou qui a mis un cœur, un pouce, un émoticône, comme vous voulez. Mais en tout cas, merci à vous, Lisa, d'être venue ce soir. Ce fut un réel plaisir. Merci à vous. Je vous laisse donc le mot de la fin. Merci. Je dois dire quelque chose de particulier. Non, c'est comme vous voulez. Voilà. Mais en tout cas, encore une fois, merci.